bleu sont nos couleurs, lyonnais dans notre cœur. Bonsoir à tous, bienvenue sur Couleur dans l'émission Couleur Foot, l'émission qui partage notre passion de l'Olympique Lyonnais sur les ondes radio. Aujourd'hui, nous avons un programme chargé. On va commencer par le débrief avec 2 matchs, OL Rennes puis OL Sochaux, si vous êtes bien d'accord la team de parler de ces 2 matchs. Oui, on est d'accord. Plutôt qu'un seul, on en fait 2 pour une fois. Comme chaque semaine, nous allons parler de l'actualité du club avec l'avis de la rédac, puis on terminera en toute détente avec Question pour un gon, le quiz préparé par le géant, le très grand, l'immense Quentin. Et oui, on va se concentrer sur OL Rennes justement et sur la Coupe de France. Bien sûr. C'est ça le questionnaire ? Ah bah ça va se concentrer pas sur ces matchs. Bah, mais tu sais que la Coupe de France, moi je retiens rien, c'est une coupe qui m'intéresse. Ouais, mais tu retiens rien en général. En général, tu retiens rien, je sais qu'on l'a gagné en 2012, donc voilà. Je réponds déjà à une question du quiz, je mérite un petit point. Le mec est tellement nul, il cherche des points de partout. Non, il cherche surtout... Ce serait que le 7ème volet de la saison. Et puis bon, entre-temps, on fera une petite pause musicale avec The Whisper. Quel est le nom de la musique Franchement, j'ai pas le titre. And the beat goes on. Oh là là, mais voilà. Pourquoi je devrais le dire alors que j'ai un génie de l'anglais à côté de moi ? Voilà, ça mérite un petit point en plus. Non, moi j'en ai vraiment pas besoin. C'est généreux. Hein. Moi je le prends si t'en as pas besoin. Je lui aurais pas donné de toute façon. Bon, avant tout ça, je vais vous présenter mes titulaires pour cette émission. On commence justement avec le génie de l'anglais, Arthur. Bonsoir Arthur, qui est de retour. Bonsoir à tous. J'ai vu que lorsque le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc papa est venu mettre la correction à ses enfants aujourd'hui. Ce quiz vous rend totalement fou. Hein. Ah oui. Non. Ça commence à peser déjà là. Bon, en plus, faut que j'aille acheter le trophée pour le remettre en fin de saison. Voilà. Et j'espère qu'il y en a un de nous qui ira le soulever place des terreaux dans la fontaine. Mais même si on n'est pas champion, celui qui gagne aille place des terreaux avec ce trophée. Mais ce sera pas moi déjà. Le soir du match, tout seul. Un soir où il n'y a pas masque. Devant le Boston. Alors on a le Boston. Vous l'entendez rigoler derrière, c'est Valentin qui veut aller dans la fontaine avec le trophée de Question pour un gon. Si, il ira dans la fontaine peut-être, hein. Mais clairement pas avec le j'irai avec le trophée et le trophée de Ligue 1. Bonsoir à tous. et puis voilà, bon, Quentin que j'ai déjà présenté comme l'immense, le très grand. Est-ce qu'on peut juste prévenir les gens qui ne regardent pas la vidéo que c'est un mensonge? Je fais 1m70 et alors voilà, je suis à peu près la même taille, hein. Oui, mais on dit pas l'immense William. Voilà. Alors, même quand c'est lui qui fait le quiz, hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais je suis généreux, moi je donne des surnoms agréables. Exact. Je suis gentil. Oui, sauf Valentin qui n'a pas eu. J'ai rien, j'ai encore rien dit. Les émissions précédentes. Je ne dis que la vérité. Non. Bah si. Le grand Oussem Aouar, le petit prince, je le dis. Oui. Voilà. À défaut quelquefois, mais oui, tu le dis. Tout à fait. Et justement, à défaut, je vais vous laisser dire votre Twitter. Oui. Alors le mien c'est @valou13007. Moi c'est @quentinvillain. Et moi, Arthur Landais, Landais. Et moi, je vous invite à aller sur le Twitter de l'émission Couleur Foot. Voilà, comme ça, vous rejoignez tous les Twitter. Vous allez voir, ils font des tweets hilarants. On rigole très bien quand on les follow. Oui. Je donne un petit peu envie, je suis un petit peu le commercial. Ouais, change de voix. Ouais, on va commencer par... On va faire le débrief, c'est peut-être mieux. C'est mieux, je pense. Avant de reprendre l'habitude. L'OL recevait donc le Stade Rennais, un adversaire qui jouait le titre en début de championnat, qui s'avère être finalement une équipe qui joue au milieu de tableau. L'OL affrontait donc une équipe rennaise sans entraîneur, sans confiance, avec aucune réelle ambition de ce qu'on a pu voir. Et ce match, ce fut très dur à regarder. Franchement, j'ai eu du mal. Stérile, peu emballant. Pour les stats, Rennes a eu la possession avec 53% contre 46% pour nos Lyonnais. Les Lyonnais tireront 15 fois au but pour 7 tirs cadrés et un but d'Oussem Aouar après un bel effort de Memphis Depay. Du côté adverse, Rennes aura tiré 12 fois pour seulement un tir cadré. J'attends donc vos avis là-dessus. Pour vous, ce match, comment il était déjà ? Soporifique. Soporifique pour Valentin, Arthur ? Très peu emballant jusqu'à l'entrée décisive
De Oussem Aouar. L'enfant de William. Non. Non. Quentin ? Un éternel recommencement, on a joué encore qu'une demi-heure sur 90. Mais malheureusement, c'était la tactique envisagée par Rudy Garcia de laisser le ballon aux Rennais parce qu'ils ne savent pas vraiment en temps normal quoi en faire. Je suis pas très sûr de ça. Non, il y a Dubois dit ça en fin de match, mais on a Cacré à la mi-temps qui dit non, on s'est fait dominer et on voulait pas laisser le ballon. Tu crois qui ? Dubois qui dit ça à la fin du match quand il a gagné, ou tu crois Cacré qui est en plein dans son match, qui a encore pas vu son coach, qui lui a dit les éléments de langage ? Moi, je pense que Maxwell Cornet a pas, quand l'équipe générale fait une mauvaise mi-temps. Cacré, pas Cornet. Hein. J'ai dit Cornet, non, c'était Cacré. Non, c'est Cacré. T'as dit Cacré. Quand Cacré voit que l'équipe fait une mauvaise mi-temps, qu'il n'est pas forcément en avantage favorable dans l'esprit de son coach, s'il dit on a fait une mauvaise mi-temps parce que le coach n'a pas donné les bonnes consignes, c'est pas génial. Hein. Donc je pense qu'il a essayé de sauver un peu les meubles. Et Léo Dubois, en tant que parmi les leaders de l'équipe, a essayé avouer en fin de match que c'était la consigne. Je sais pas trop ce que t'en penses, mais Cacré, je sais pas si t'as vu, mais il était gêné par les questions. Plutôt, je sais pas si tu vois sa réaction. Je suis pas pro du langage corporel ou quoi que ce soit. Hein. Mais 35e minute, moi j'ai noté que t'entendais Cacré demander de la vitesse, que ça allait pas assez vite, et il demandait à ce que tout le monde se bouge. Pour moi, vraiment, je pense qu'il dit vraiment. On n'a pas été bon et on s'est fait bouffer. Et en soi, c'est pas forcément la mauvaise tactique du coach. Encore une fois, je reprends ce qu'on disait la semaine dernière. Je pense vraiment à la grosse tête des Lyonnais qui se voit supérieur à tout le monde. Mais après, je pense que le réel problème avec l'équipe titulaire qui est mise en place actuellement, c'est que étant donné qu'il n'y a pas de concurrence réelle mise en place, ils n'ont pas besoin de se donner à 150% pour garder leur place de titulaire. Sur ce match-là, malheureusement, il y a Slimani qui joue. T'as Aouar, Cacré et Thiago Mendes. Non, c'est Guimarães, Cacré et Mendes. Aouar, il est sur le banc. Ah oui, il est sur le banc, pardon, puisqu'il rentre. Guimarães, Cacré et Mendes. On va dire que t'as du turnover quand même sur ce match. Oui, mais il y a certains joueurs qui ont leur place déjà attitrée. Oui, je suis d'accord, mais Cacré, par exemple, Slimani et Bruno. Ils avaient tout approuvé sur ce match. Exactement, ouais. Et ils n'ont pas été étincelants. Non, d'ailleurs, surtout Slimani, malheureusement. Cacré j'adore Cacré, mais il a été un petit peu. Alors on en attend beaucoup parce qu'il a fait des énormes matchs, mais il a été peut-être aussi un petit peu en difficulté sur ce match. Mais comme Bruno Guimarães, où les deux ont beaucoup de mal en première mi-temps et ont réussi à hausser leur niveau de jeu en deuxième. De toute façon, on a bien vu que Cacré, dès qu'il commence à avoir un peu de rythme, on l'a vu sur son entrée contre Sochaux, qu'on parlera peut-être un petit peu plus tard, où il fait la passe, l'avant-dernière passe. Slimani, ouais. C'est ça. Et il est tout de suite beaucoup plus percutant et plus intéressant, mais je pense qu'il y avait un vrai problème de manque de rythme aussi. Ah oui, c'est clair. C'est certains joueurs qui jouent une fois tous les mois et demi, et où ça commence à être compliqué pour eux de rentrer dans un match à intensité de Ligue 1 à tout de suite pouvoir être à 100% de leur capacité. C'est le souci, mais si je me fais l'avocat du diable, on peut pas réclamer toutes les semaines à ce que ces joueurs jouent, et quand ils jouent, pas les plaindre, mais en gros dire c'est pas de leur faute. Non, faut qu'ils répondent aussi aux attentes. Je comprends, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ce que je peux peut-être alors dans ce cas moi faire l'avocat de l'ange, si tu fais l'avocat du diable, c'est dire que si tu leur offres plus de temps de jeu, par exemple, au lieu de leur offrir 5 minutes, 10 minutes en fin de match. Mais je suis d'accord avec toi. C'est malheureusement c'est ça en fait le problème, c'est que je veux bien que ils ont pas été à leur meilleur niveau, et ça servira à Garcia pour continuer à mettre son 4-3-3 avec les mêmes joueurs. C'est ça le serviront malheureusement, mais si tu offres pas de temps de jeu à tes joueurs, ils rentrent, ils sont cuits, ils savent pas se placer sur un terrain. C'est comme si on te demandait d'aller faire un footing alors que t'as pas couru depuis 2 ans, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que t'as mal aux jambes aujourd'hui. Exactement. Mais par exemple, Maxence Cacré ou Bruno Guimarães, c'est des joueurs que j'adore, mais je vais pas me plaindre continuellement qu'ils soient pas titulaires, parce qu'il y a des joueurs meilleurs au-dessus d'eux. Par rapport à la saison dernière où il y avait des joueurs en dessous qui étaient quand même titulaires. Quand je pense par exemple à Lucas Touza. Ou Thiago Mendes, même qui jouait en début de saison, qui étaient pas au niveau. Qui étaient en dessous. Mais ils peuvent peut-être aussi jouer un peu plus, parce que quand on voit que la plupart du temps Rudy Garcia attend la 75e, 74e pour faire des changements, c'est que... D'ailleurs, en parlant de Thiago Mendes, je vais faire mon mea culpa, il a été décisif et excellent contre Rennes, excellente vision vers l'avant, des récupérations très intéressantes, donc très bon match de Thiago Mendes. Ce qui manquait peut-être dans ce milieu de terrain, c'était un créateur. Ouais, peut-être plus un créateur, parce que le fait que t'es Cacré, Bruno et Thiago Mendes, t'avais beaucoup de joueurs qui ont en fait le même profil. Ils sont très bons, 6, 8, mais voilà, c'est que si t'as personne devant, t'avais que Memphis en fait qui bougeait, peut-être qu'ils étaient en manque de solutions, je sais pas trop. Ce qui est compliqué aussi dans ce 4-3-3 contre Rennes qu'a mis en place Rudy Garcia, c'est que tu joues avec 3-6 de formation. Ouais, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est ça, justement, c'est ce que je voulais rebondir là-dessus, et c'est compliqué de vouloir jouer vers l'avant en fait, dans ce sens-là où t'as pas des joueurs t'as pas de créateurs techniques. En fait, ils se jouent bien vers l'avant, mais il y a personne qui porte véritablement le ballon. C'était peut-être là la tactique de Rudy Garcia, où Léo Dubois disait qu'il jouait plus pour la défense dans ce match-là. Il a mis peut-être un milieu de terrain plus défensif
pour laisser la possession à Rennes, mais quand on est l'Olympique Lyonnais, on peut pas se permettre de laisser la balle aux adversaires, surtout à domicile. Surtout quand Rennes est au fond du trou, vient de changer d'entraîneur, que toi, faut que tu sois là, faut que tu mettes la tête sous l'eau, que tu les presses de ouf au début. Et en fait, ça a été de la possession très soporifique, parce qu'en fait, premier tir cadré à la 45e, c'est extrêmement tard. Mais après, Rennes, c'est une équipe qui, quand elle a le ballon, elle ne sait pas forcément quoi en faire. Il savait pas quoi en faire. Très bien. Donc c'est la tactique qu'a mis en place Rudy Garcia est de pousser en contre. Mais sauf que quand t'es Rennes, quand tu as le ballon contre, imaginons Nantes, Dijon, c'est pas la même chose que quand t'as le ballon contre Lyon, Lille ou Paris. Donc là, ça les met en confiance de voir qu'ils tiennent le ballon face à l'Olympique Lyonnais. Là où je suis un petit peu Qui a dit quand t'es Lyon, t'as pas le droit de... Moi. C'est toi ? Ouais. Je suis un petit peu en désaccord parce que tu peux très bien être Lyon et te dire, comme on a fait contre Monaco par exemple en début de saison. C'est pas la même équipe. Non mais attends, laisse-moi finir ce que je veux dire. Où tu te dis, en fait, tu sais qu'ils vont rien faire avec le ballon et toi t'as des mecs qui normalement, bon, ça n'a pas été le cas sur ce match, mais qui en compte, t'es censé avoir des fusées, t'es censé aller vite, t'es censé créer du mouvement avec les milieux que t'as mis, avec Cacré et Guimarães qui ont une bonne vision de jeu vers l'avant, Thiago Mendes qui l'a aussi quand il a envie. Donc je pense que quand t'es Rudy Garcia, et si la tactique était vraiment on les attend, c'est assez logique quand tu vois que Rennes est incapable de jouer avec le ballon et que tu sais que toi t'as des 3 fusées pour aller devant normalement. Après moi c'est pas ma vision du foot, laisser la balle à l'adversaire. Non mais pour après moi, c'est c'est donner une chance à l'adversaire de te battre. Mais après, je suis d'accord avec vous après, mais j'explique ce que je vois la tactique. Est-ce que tu dis que tu vas jouer le contre avec Slimani sur un côté? Moi je pense pas. Ouais, c'est clairement pas un joueur de profondeur, de vitesse, Slimani. Ouais, mais t'as Memphis Sissoko aussi sur les côtés. Oui. Mais, sur l'un des deux côtés. En plus, il est rarement. Et on a pu voir sur la map que montrait Canal+ à la mi-temps, c'est qu'en fait, on avait un jeu sans aucune horizontalité. Donc on avait les 3 joueurs axiaux du milieu, et t'avais après Slimani, Depay et Toko alignés en pointe. Et en fait, c'est qu'on n'avait aucune possibilité de passer sur les côtés parce que, encore une fois, on joue avec 3 attaquants de pointe de formation. Alors ça, je reviens un peu sur Toko Ekambi, et son grand défaut, c'est qu'il revient toujours dans l'axe. Alors peut-être que c'est un attaquant de pointe de formation, et c'est pour ça. Et en ailier, finalement, ça fait peut-être pas tant l'affaire que ça pour lui. Ça peut être compliqué. C'est pas son poste, donc. C'est pas son. Mais à chaque fois, il rentre dans l'axe. Au bout d'un moment, c'est facile à bloquer, quoi. Il empile à chaque fois les avancantes, donc Mais dans cet les mettre sur les effectif, côtés. on n'a aucun ailier de formation. Mais ça fait déjà 2 ans quand même. Cornet avant-centre, Depay avant-centre, Kadewere avant-centre, Ekambi avant-centre, Slimani avant-centre, Cherki 9,5 10. Cherki, c'est pas trop. Cherki, on peut le mettre sur un côté. Oui, mais on peut tous les mettre sur un côté. Ce que je veux dire, c'est que Cherki, c'est peut-être plus logique de le mettre sur un côté que Kadewere ou Slimani. C'est dans ce sens-là que je veux te le dire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a aucun pur ailier de formation. Non, on devait avoir Pellistri, et il a signé à Manchester United. Oui, mais même, c'est un jeune de 18 ans. Oui, Et il joue même pas avec la réserve. C'est un peu le but, c'était de recruter, même si c'était un jeune joueur, d'avoir au moins un ailier dans l'effectif. Là, c'est vrai que pour le coup, on n'en a pas. Et Amin Gourir aurait peut-être pu faire l'affaire. Mais c'est encore une fois un attaquant de pointe de formation. N'en parlons pas, il a encore marqué. Non, mais je vois qu'à Nice, il joue souvent sur un côté à Nice, et il est plutôt bon, à l'aise, et il revient pas tout le temps dans l'axe comme Karl Toko et Cambi. Donc c'est pour ça, peut-être, oui, buteur de formation, mais également ailier. Après, je vous entends qu'on critique beaucoup le match, mais après, il y a quelque chose que je trouve rassurant dans ce match. La solidité défensive. C'est que Lyon a joué au foot 15 minutes et Rennes était foutu. Comme le match aller. C'est ça, exactement. Tu trouves ça rassurant? Je trouve ça rassurant. Non, alors c'est pas ça que je trouve rassurant. Je trouve rassurant dans le sens où quand Lyon a envie de jouer, ça change tout en fait. Et ce que je trouve rassurant, c'est qu'on est quand même, quand ils ont envie de jouer, qu'ils jouent les uns pour les autres et avec les autres, on est tout de suite efficace et dangereux. C'est plutôt dans ce sens-là que dans le sens où c'est inquiétant d'être attendre 75 minutes. Si t'es mené 2-0 jusqu'à ce que Aouar rentre, comme au match aller. En fait, là oui, mais là c'est dangereux. Mais après la situation est pas là, le match n'est pas là. Oui, mais le problème c'est que souvent ça nous arrive. C'est pas forcément quand Lyon a envie de jouer, c'est quand Depay hausse son niveau de jeu. Depay était au-dessus de tout le monde quand même. C'était le seul qui était bon. Encore une fois, mais c'est que sur le but qu'il fait, c'est que il s'arrache. Je sais pas s'il y a penalty. Non, pour moi il n'y a pas penalty. Parce que c'est les deux qui s'accrochent en même temps. Ouais, mais il le pousse, il le déséquilibre et il va à une vitesse folle à partir du moment où quand même. Donc pour toi il y a penalty, William? Ah oui, ça. Non, il n'y a pas penalty pour moi. Surtout que moi en fait tellement le défenseur il réclame la faute parce qu'il joue que ça, il joue l'arbitre, c'est-à-dire il s'effondre et il regarde, il se relève même pas, alors que Memphis tu vois se bouge quoi.
Memphis, là, on parle souvent de la mentalité lyonnaise cette saison, que Memphis a et que les Lyonnais n'avaient pas. Memphis, il a prouvé, il tombe, je pense que moi, je tombe comme ça, je meurs. Lui, il tombe, il se relève. Il se prend un tonton d'1m90 sur les épaules. Il se relève, il est encore en train de tomber, il réussit à faire la passe parfaite pour avoir. Pourquoi pour moi il y a faute. Ouais. Bah après c'est un détail vu qu'on a marqué. Mais... Oui, mais d'une part on a Memphis qui est lancé, qui est dans sa course et qui joue que le ballon. Et de l'autre part on a le défenseur qui joue que Memphis et qui cherche soit à ce qu'on siffle la faute pour lui, soit à stopper Memphis, mais à aucun moment il regarde le ballon et s'occupe du ballon. J'avais compris que Memphis faisait faute, moi. Non, d'accord, ok. L'intention du défenseur c'est clairement de faucher Memphis ou alors de tomber par terre pour que l'arbitre siffle faute. Et on voit quand Memphis se relève qu'il a qu'une idée en tête, c'est de prendre le ballon. Et encore une fois, on parlait de la connexion Aouar-Memphis. Memphis ne regarde même pas Aouar avant de faire la passe. Il se jette et il sait qu'il sera là en fait. C'est le duo, de toute façon, le duo gagnant à chaque fois. On peut souligner aussi le bon comportement de l'arbitre qui aurait pu siffler et stopper totalement l'action. Il a laissé jouer. On critique bien assez souvent les arbitres pour dire quand ils font des choses bien. Et je crois qu'il avait le sifflet à la bouche en plus. Oui, il allait siffler penalty et il s'est arrêté. Voilà. Et non. Alors est-ce qu'on passe au point fort et au point faible de ce match, même si on a déjà beaucoup parlé, je pense qu'on a dit la plupart des choses. Alors les points forts, j'avais noté la rentrée d'Oussem Aouar, forcément le petit prince, mon joueur préféré, qui a changé le match. C'est clair, il a apporté de la folie dans le milieu de terrain et l'attaque lyonnaise, oui. Il a un but refusé qui vient de lui, celui de Tino. Ouais. C'est lui qui décale Dubois, qui centre. Donc ça, déjà, bonne entrée. Et après, il est à la conclusion du beau mouvement avec Memphis. Puis surtout, il a apporté de la percussion. Ouais. Ce qui manquait. Ce qu'il n'y avait pas au milieu de terrain. Je pense qu'il manquait un leader technique, clairement, au milieu de terrain. Et là, il était là et ça a tout changé. On a vu son entrée, l'équipe a été plus dynamique, plus portée vers l'avant. Aouar qui avait une vraie vision vers l'avant et ça a été très bon. Il fait une frappe de loin aussi, enroulée. Ouais, encore il passe molle, pas loin. Mais... Il y a un peu plus de puissance qu'avant. Il a pris un peu de calcium. Une hypothèse, c'est que en fait, la plupart du temps, on joue avec deux créateurs, Paqueta et Aouar. Ouais, tu m'en as parlé, ça. Et je pense que Aouar n'est pas forcément. Il y a des matchs où il n'est pas forcément en dessous de son niveau habituel, mais c'est qu'en fait, Paqueta rayonne vraiment au milieu de terrain. Il prend toute la lumière, bien sûr. Et c'est que Aouar, il est incroyable, Paqueta. Il se met peut-être un peu en dessous. Et il a la pression de Paqueta à côté qui fait qu'il n'est pas à son niveau habituel. Et quand il est à son niveau habituel, Paqueta est encore au-dessus. Donc il lui met. Il a toujours un coup d'avance sur lui. Et il a plus de lumière au milieu de terrain. Tu penses que Paqueta est meilleur que Oussem Aouar dans le jeu en fait? Oui. Au milieu, oui. Ouais. Non, mais c'est pas un scandale là-dessus, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est peut-être des profils qui se ressemblent. C'est deux profils qui se ressemblent. Ou non, Paqueta est quand même plus défensif. Non, quand je veux dire qu'ils se ressemblent, c'est peut-être pour ça que Oussem n'arrive pas à s'exprimer autant quand Paqueta est à côté. Peut-être qu'ils ont les mêmes idées de jeu et l'autre le fait à sa place ou un truc comme ça, alors que si t'avais un Cacré à côté de toi ou un Guimarães, il te filerait peut-être plus le ballon, j'en sais rien. Mais après c'est vrai que c'est un vrai débat. Je suis assez d'accord avec Quentin. Si Paqueta ou Aouar, lequel des deux est le meilleur, mais pour moi je trouve que Paqueta est au-dessus, qu'il a plus de folie. Il a plus de régularité aussi. Oui. Il est beaucoup plus régulier dans les matchs. Après techniquement je pense que les deux se valent. Parce que après je trouve que Aouar est très chaud. C'est plus dans les petits espaces Paqueta. Ouais. Et beaucoup plus de récupération de balles aussi. C'est il est impressionnant avec ça. Quand on l'a signé, j'avais regardé pas mal de vidéos de lui à Milan, je le trouvais comme un joueur nonchalant. Mais en fait pas du tout. C'est une vraie une débauche d'énergie incroyable ce qu'il fait défensivement et offensivement. Ouais, alors on va continuer en deuxième point fort. Bon, j'ai noté le réveil en seconde période, mais ça va avec le point de la rentrée d'Oussem Aouar et le coaching finalement gagnant. C'est une séance de SMR aujourd'hui. La défense qui a tenu, je tenais à le souligner, à mettre en point fort. Défensive. Voilà, ça, franchement, bon retour de Marcelo. Ah oui, il fait un gros match. Le leader de la défense, on avait parlé en off. Il est comme on l'avait. Guirassy est aspiré tout le match par Marcelo. On l'a vu souvent se plaindre de Marcelo parce qu'il lui a mis une pression. Il est allé une pression sur Guirassy tout le long du match. Et Guirassy a été transparent. De toute façon, Guirassy n'est pas un grand avant-centre. Je veux pas critiquer l'équipe de Rennes ou l'attaque de Rennes, mais Guirassy il a fait une bonne saison à Amiens. On l'a envoyé à Rennes en Ligue des Champions. Guirassy est pas très bon quoi qu'il arrive. Et Doku non plus. Si, Doku, arrête. Il a fait un début de match où, franchement, il a pas fait un tir cadran en 2021, je crois. De Chilio, sur les 25 premières minutes, il prend le bouillon. Mais il prend le bouillon. Doku, il lui a mis une folie sur son côté au début de match. Après, De Chilio a fait le reste du match un match correct.
où il a réussi à le contenir, mais au début du match, Doku a mis le feu dans son côté. Mais comme face à Cornet lors du match aller, hein. C'était Cornet à gauche et Doku passait que de son côté. Là, à 25e minute, tu dis, les statistiques, c'était Rennes passe à 52% du côté de Deschiglio. Donc c'est bien pour dire que Doku, effectivement, passait très facilement. Et Doku, il fait 4 dribbles réussis dans le match, il y en a 3 dans la première demi-heure. Très bon dribbleur. Et après, il s'éteint. C'est Deschiglio qui a quand même réussi à se replacer. Et avec Deneyer, où ils ont réussi à faire une espèce de prise à 2 sur lui et à l'empêcher de continuer le festival qu'il a commencé. Alors, il nous reste 10 minutes pour parler d'OL Sochaux. Alors, est-ce que vous voulez qu'on continue un petit peu les points forts, les points faibles et les tops et flops de... Je pense qu'on a fait le tour, on peut passer à Sochaux. On a surtout beaucoup parlé, donc je pense qu'on peut passer à Sochaux. Ouais. D'accord, donc on fait pas les tops et les flops. De toute façon, il y en a qu'un chacun. Awar, de toute façon, en top, je pense qu'on est tous d'accord. Et Slimani en flop. Memphis, c'est assez logique. Bah oui, non, mais Memphis aussi, c'est logique. Hein. Memphis, Awar, c'est très logique. Et Slimani. Slimani, ouais, bah oui. Je suis d'accord avec toi. Tiens, tu prends pas Toko? Non, j'ai pas pris Toko parce que il a eu de la percussion quand même si je comprends pas toujours pourquoi il dribble autant, mais il a eu de la percussion. Et ce qui est impressionnant avec réussi, par contre. Toko, c'est que j'ai l'impression que ça fait un espèce de levier. Quand il est très bon au niveau de la finition, il est pas bon dans le jeu. Et là, ça a fait l'inverse. Ouais, mais c'est ce que je dis depuis plusieurs semaines déjà. Toko, dans le jeu, apporte énormément à l'Olympique Lyonnais, n'en déplaise à William. Mais devant le but, il est un peu moins bon qu'en début de saison. Mais il réussit des dribbles. Franchement, on n'a jamais vu ça à Lyon quasiment cette saison. Il enchaîne 3 petits ponts, je crois, un truc comme ça. Ouais. Il fait celui de 3 après. À noter pour finir que Lopez, c'est quand même. Il y a un tir cadré, il l'arrête. C'est souvent les matchs les plus difficiles pour les gardiens. C'est pour ça. Faut rester concentré. Il est pas dans le rythme. On parlait mal de lui il y a quelques matchs pas mal parce que c'est un excellent gardien toujours, mais qu'il était peut-être un peu moins bon cette saison. Et je pense qu'il est un petit peu en train de se rassurer, même si je pense qu'il était en train de se rassurer. Mais le souci avec Lopez, c'est sa régularité. C'est qu'il est capable à des matchs, comme j'ai en tête par exemple un Lyon-Paris où il est exceptionnel. Et où en fait, c'est qu'il a des pics très 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 hauts. Mais c'est qu'il est pas régulier, c'est un peu comme son style qu'il a, c'est très Spider-Man, ouais, voilà. C'est que quand il est dedans, il est quasiment imbattable, mais quand il est pas dedans, c'est compliqué. Ouais, et je vous propose qu'on passe au OL Sochaux. Allons-y. Comme ça, on pourra encore parler de Lopez. Donc c'est parti pour OL Sochaux. On met un petit jingle ou pas Allons-y. C'est parti. T'as la musique de la Coupe de France ? La musique de la Coupe de France. Non, mais, quoi ? On est dans une radio associative. On n'a pas le budget. Alors, on passe à OL Sochaux, la Coupe de France. Alors, j'ai pas fait de débrief non plus parce que c'était pas un match extraordinaire. Il y avait pas grand-chose à redire là-dessus, mais on peut parler des points forts aussi également. Je commence avec la composition de départ. Enfin, des joueurs à leur poste ou presque. Ce qui change de d'habitude. Maxwell Cornet, il a peur. Et presque à son poste, hein. On y est presque. Marvin Barr à gauche, Deschiglio à droite. Là, tout est bon. Slimani en attaque. Slimani en pointe. Le prince Ryan sur le terrain. Ouais. Pas à son poste par contre, mais... Qui a fait une très bonne conf de presse d'avant-match et qui a donc, on va en parler, confirmé... Et assumé. Ouais, voilà, assumé. Il a assumé ce qu'on attendait de lui et à 17 ans ça fait plaisir de voir. Alors c'est que Sochaux, c'est qu'une équipe de Ligue 2, c'est déjà professionnel. Ça pourrait être Tourcoing, il a mis un doublé. Non, il était très bon dans le jeu également, mais et même face à une Ligue 2, c'est quand même des équipes professionnelles, ce sont des joueurs qui s'entraînent tous les jours, faut pas oublier de le souligner. C'est pas comme face à Marseille qui se font battre avec Canet, des mecs qui travaillent et qui n'ont pas joué depuis 6 mois. Paf. Et puis ça c'est gratuit. Sochaux était sur une bonne série aussi, c'était pas le fin fond de la Ligue 2. Ouais, mais c'était pas Canet en Roussillon. Donc voilà, une belle composition de départ. Alors un petit peu déçu d'Islam Slimani encore une fois qui rentre pas dans le match, j'ai l'impression. Mais il est très altruiste sur le deuxième but de... Je pense que Slimani devrait plus penser à lui. Pour un joueur qui manque de confiance, qui a pas marqué, il offre encore un but là, c'est alors impressionnant. Alors que c'est un buteur de base. Oui. Moi je suis d'accord avec vous et je pense que Slimani devrait plus penser à lui, être un peu plus égoïste en ce moment. Justement, c'est ce que j'allais dire. Donc je suis d'accord avec toi, Valentin.
ce qui est assez rare pour le souligner. Surtout qu'on est à la 88e, là, ce qu'on parle, c'est le dernier but de Cherki pour le 5-2. Tu mènes déjà 4-2, il reste 2 minutes de match, il aurait pu la tenter, personne ne lui en aurait voulu, hein, franchement. Mais après, c'est comme on le voit souvent, c'est que Cherki, Slimani, ils sont très souvent ensemble. Oui, bien sûr. Et je pense que que Slimani a un peu pris Cherki sous son aile comme son petit frère. Et je pense qu'il a voulu, comme au match contre Ajaccio, lui offrir un but. D'ailleurs, j'avais remarqué une fois dans un match où Cherki et Slimani étaient ensemble sur le terrain, j'ai plus le match exact en tête. Il n'y en a pas eu beaucoup parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu un. Et je vois Slimani, mais qui est en train d'engueuler Cherki, mais comme si c'était son fils quoi, sur le terrain. Parce que Cherki avait fait un dribble et avait. Il doit avoir le double de son âge, Slimani. Ouais, mais il te le pourrit et tu te dis, d'accord, en vrai, il est bien encadré, Cherki, quoi. Je pense qu'à la prochaine action, il va pas la louper. Donc ça fait plaisir de voir aussi que même si le joueur, il est pas bon à son poste respectif, quand il est pas décisif en tant que buteur, il l'est en tant que passeur, ça fait plaisir quand même de voir qu'il est impliqué dans cette équipe. Mais juste par rapport à Cherki, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui en attendent des sommets, des merveilles. Certes, c'est un joueur qui a un potentiel incroyable, qui a son âge un très très haut niveau de jeu, mais il n'a que 17 ans. Et pour comparer avec les grands joueurs qui ont été sortis du centre de formation, par exemple avec Ben Arfa, Benzema, il a marqué son premier but à 18 ans et demi. Ben Arfa à 18 ans. Ryan Cherki, il a 17 ans et 203 jours, il a déjà 5 buts. 6. En fait, je comprends ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'en France, en fait, il y a j'appelle ça personnellement l'effet Mbappé, où Mbappé a percé très jeune, il avait 16 ans, je crois, quand il a percé à Monaco, et du coup, les gens se disent, il a 16 ans, avec la phrase, tu me parles pas d'âge de Mbappé, et les gens, en fait, se sont mis ça dans la tête, et le fait que Cherki a 17 ans, pour eux, maintenant, limite, il est vieux, en fait. Je sais pas si vous voyez. Comme avec Kamavinga, on a pu voir. Ouais, mais alors, Kamavinga, c'est l'effet justement inverse, qui a performé très, très, très fort au départ, et qui maintenant, il est dans une spirale. Mais c'est normal. Il a un coup. Il a que 18 ans. Il a que 18 ans. Et on a l'impression que les supporters rennais, d'ailleurs, en attendent beaucoup trop par rapport à ce qu'il peut apporter au final de c'est l'effet Mbappé, Fati, tout ça, en fait, où t'as des mecs qui. Greenwood. Exactement. Il faut bien se mettre en tête que Mbappé, il en sort un comme ça, peut-être une fois tous les 100 ans, quoi. Ah, mais oui. C'est extrêmement rare et que tous les autres, même que ce soit Fati ou quoi, ils sont pas non plus aussi forts que Mbappé, je pense. Ils sont tout autant prometteurs, mais peut-être pas aussi fort au même âge. Mais ouais, comme je voulais juste parler de cet effet-là, et je pense que dans la tête des supporters, entre guillemets, et des fans de foot dans le monde, c'est surtout cet effet-là, je pense, qui prévaut en ce moment. Parce que Ryan Cherki est le plus jeune joueur de l'histoire de l'OL à avoir marqué 5 buts. Devant Fleury Dinalo. Alors que franchement, il jouait dans les années 60, Fleury Dinalo, et dans les années 60, il y avait 14 buts par match. Hein. C'est grâce à ça que Juste Fontaine, il a mis 13 buts en une Coupe du Monde. Hein. Alors, je vais pas critiquer l'ancien football, je ne le connais pas. Hein. Alors, on va parler des points faibles aussi, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur les points forts. Tout était plutôt bon, et juste même sans forcer. Revenir sur Ryan Cherki, c'est que je trouve qu'il a un point fort que très peu de gens exploitent, c'est qu'il a une facilité à rendre le latéral avec qui il joue sur un côté largement meilleur. Avec Desiglio, c'est incroyable. Et ben, comme on le voit souvent avec aussi Dubois dès qu'il rentre, c'est qu'il combine à chaque fois très très bien avec le latéral avec qui il est associé. Et là, par exemple, De Chilio fait l'un de ses certainement son meilleur match. Je pense, ouais. Après, c'est une Ligue 2. Avec l'OL. Oui, mais même, ça sert toujours un match où tu te rassures et où tu te mets en confiance. Et De Chilio, il fait un centre, il fait une passe décisive sur Maxwell Cornet. Et Cherki arrive à chaque fois à très bien combiner avec le latéral avec lequel il est associé. Et en plus, on voit qu'il a une confiance folle en son jeu. Après, c'est parce que De Chilio joue à son poste aussi. Oui. S'il aurait été à gauche, je suis pas sûr qu'il aurait fait les mêmes différences. On en parle souvent sur le fait que De Siglo ne joue pas à son poste, le fait qu'il soit pas sur son pied, qu'il remet tout le temps sur son mauvais pied, et qu'à droite, il est bien meilleur, et même quand il rentre en Ligue 1 à droite, il est meilleur. Ouais, totalement. Alors on a déjà dépassé un petit peu le temps pour parler d'OL Sochaux, mais on va continuer un petit peu sur les points faibles. Les points faibles, la défense, on se prend 2 buts. Diomandé qui est à la rue sur ce match, actions. malheureusement. Ben Lamry, il y avait un manque de coordination entre les deux. Les deux n'étaient pas bons sur ce match, malheureusement. J'adore signaler Diomandé, mais sur ce match, après les 5 défenseurs qui sont alignés en comptant le gardien, aucun n'a l'habitude de jouer ensemble. Donc il manque d'automatisme. Hein. La communication était vraiment pas bonne. Sur la faute où Ben Lamry prend son jaune qu'il faut peut-être rouge. Ou le... Non, arrête. Il a failli il le blesse, je suis d'accord, mais à quel moment tu mets rouge, je veux dire. Moi sur l'action, je trouve pas que c'est énorme. Après, si il le cache très très bien. Ouais, mais il y va avec beaucoup de. En fait, c'est jaune, non, c'est jaune, mais rouge, non, faut arrêter 2 secondes aussi. Mais Ben Lamry, il est comme ça, il y va fort à chaque fois, quoi. Il va avec de l'impact. C'est qu'on sent qu'il a pas eu une formation européenne. C'est que c'est un défenseur instinctif.
C'est ça. C'est qu'il réfléchit, il y va à l'instinct. Et là, il a senti qu'il devait y aller, il y est allé. Un peu trop fort, mais Il y est allé. voilà. Et c'est qu'on voit que ça vient d'une erreur entre Diomandé et De Chilio sur À le chaque, côté à chaque droit. fois, on avait le numéro 10 de Sochaux qui se baladait entre le milieu et la défense, Soumaré et après qui servait en profondeur. Quoi, pardon? Brian Soumaré Ouais. Ouais, il se baladait. Il et a fait en un fait, gros match, ce match. ils étaient tout seuls. Alors déjà que le rythme était bien lent et qu'on avait l'impression qu'on voulait même pas Je défendre. me suis endormi pendant 10 minutes dans ce match. Ah, je dois dire la c'est vérité. pas étonnant. Vraiment, Ça c'était- forçait pas des 17 à deux 27, côtés. ouais. Des ça deux manquait côtés, de ça rythme, forçait ouais. C'était un match amical en fait. t'avais Ouais, l'impression. je suis d'accord avec toi. Mais après, on a quelque sorte. rapidement tué le match quasiment. pas. Ouais, Non, on les a, ouais. non, on les, En on 9 les a minutes, laissés il y avait revenir. 2-0. Ouais, mais après, ils reviennent à 2-1. En vrai, t'es pas Ils loin. reviennent à de... 3-2. Ouais, voilà, en vrai, t'es Mais pas encore loin. une fois, c'est un match où on se fait peur. Et bah, pourquoi? Parce qu'on s'arrête de jouer tout Et le temps. puis après, on peut en parler un petit peu. Donc on parle de la défense et Paul Herzbeck qui, je l'ai pas trouvé rassurant. Il du tout, hein. il a pas pris des points Non, dans non, la non. tête de Et Rudy Garcia. Et j'espère que Lopez ne va pas se blesser. Le seul parce que endroit où franchement, il est ça fait peur. intéressant, c'est comme tous les gardiens allemands, c'est au niveau du jeu au pied. Très bon, très précis. Le problème, dire. les arrêts se font à la main. Oui, sinon ça s'appelle du Parce, handball. Dommage. ouais, parce qu'on l'a vu sur le premier but Rennes, il écarte un petit peu son pied, je pense qu'il la sort. Le but Socialien. Socialien, il la sort et Ouais. malheureusement. C'est surtout sur le deuxième où il est très mal placé. Moi je le vois sur le premier où il sort lui dans les pieds quoi. Si tu sors jusqu'au bout. Et après, on peut parler de Melvin Barr qui n'a pas fait un bon match, mais qui n'a pas fait un mauvais match. Donc Ah, je non, mais pense c'est bon, qu'il là, n'a il a pas la cave. gagné de. Non, mais là il a la cave jusqu'à l'année Il prochaine. joue plus, ouais, c'est mort. Malheureusement, mais Là, après, il y a- il écoute, manquait de rythme. Hein, il y a là-dessus, quart de il a finale. pas fait de rentrée comparé aux autres. Il y a quart de finale Ligue des Champions féminine, il y est mon pote, il te le dit. Alors, l'avis de la rédac cette semaine, c'est un tweet qui a affolé les réseaux sociaux. Ce tweet provient d'un insider. Pour ceux qui ne connaissent pas un insider, est-ce qu'un de vous peut expliquer ce qu'est ce nouveau terme Je pense sur que les réseaux Quentin est celui le plus amène. C'est quelqu'un qui a des infos à l'intérieur du club, que ce soit une source directe ou, je sais pas, des parents d'un joueur ou des choses comme ça, et qui essaye de sortir une info sur les réseaux sociaux généralement. Et après, elle se révèle vraie, elle se révèle fausse. Ça traduit la fiabilité de la personne ou non. Et en l'occurrence, là, on Journaliste ou parle. non. Journaliste ou non, hein, c'est n'importe qui. Ça peut être un supporter, un journaliste, ou quelqu'un de lambda en fait. Et là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui sort une info qui en a déjà sorti des très intéressantes, on va dire. Et qui se sont Silvino, toujours... c'était lui, non? Ouais, C'est Silvino, celui lui. qui a annoncé Il l'annonce Silvino, des mois à Deneyer. l'avance. Il l'annonce bien avant. À chaque Je fois. crois que Silvino, il l'annonce D'abord, il annonce que ce serait Juninho qui serait entraîneur. Et le lendemain, il explique, il précise que en fait, Juninho va devenir directeur sportif et qu'il viendra avec l'entraîneur adjoint de la Seleção de l'époque, qui était Silvino, en tant qu'entraîneur principal. Et je crois qu'il l'a annoncé le 26 mai. Oui. Donc il l'annonce quand même en avance. Et après, il a aussi annoncé l'avenue de Jason Deneyer à l'OL. Ce qui était une surprise. Parce qu'on parlait à l'époque de Ruben Dias. Ouais. C'est ça. Et dans mes souvenirs, il s'est quand même rarement trompé. Même. Je crois qu'il en a une troisième qu'il a annoncée, mais je sais plus laquelle. Ouais. Et alors, cet insider, il s'agit. C'est pas lui qui parle de Garcia en premier? Non, non, c'est Je David suis pas sûr. Parfait, Non, il il me dit semble. que Blanc se fera pas. Ah, Ouais. d'accord, ouais, pardon. Donc cet insider, c'est All-in Runner 69. Faut mentionner son pseudo. Rendons à sur César ce qui Twitter. appartient à César. bah oui. Qui avance donc comme info la potentielle arrivée de Karim Benzema à l'OL. Un contrat qui serait donc en négociation avec un gros effort financier de la part de Benzema. Alors c'est une info qui a été démentie par son ex-agent et ami Karim Djaziri. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est que du buzz? C'est une véritable info? Ça peut se faire? Je pense que ça fait un moment qu'il y a des discussions entre l'Olympique Lyonnais et Karim Benzema. On sait que, comme Karim Djaziri l'a annoncé lui il y a quelques temps, que Karim Benzema souhaitait revenir à l'Olympique Lyonnais et lorsqu'il est en forme. Et Juninho, quand il est arrivé, avait fait l'émission avec Bart. Il avait dit qu'il avait envoyé un message à Karim Benzema et que c'était son objectif de le faire revenir au club. Mais après, Juninho a contacté tous les anciens joueurs de l'OL. Il l'a proposé à Lacazette, il l'a proposé à Tolisso aussi. Vraiment? C'est pas... Oui, si, il a dit que cet hiver, il a appelé Lacazette pour lui proposer un prêt de 6 mois pour qu'il se remette en confiance. Et... Bon, après, à mon avis, Arsenal vont pas le lâcher comme ça, mais bon. Bah, ils ont plutôt intérêt à le lâcher comme ça parce que sinon il va partir gratuit la casette. Oui, mais après, et nous, je suis d'accord qu'on le prenne en prêt, j'adore.
Lacazette, c'est un de mes joueurs favoris comme Oussem Aouar, mais on le met où avec Karl Toko Ekambi, Tino Kadewere? Je pense qu'on a pris Toko Ekambi parce que Lacazette a dit non. D'accord. Parce que de base, on a pris aussi Karl Toko Ekambi en prêt. À cette époque. Oui, c'est vrai. C'était l'hiver dernier. Mais après, je pense que Benzema, il a 32 ans, 33 ans. Et il a dit qu'il voulait revenir à Lyon et pas en tant que retraité. En gros, il voulait pas faire une dernière pige. Ouais, il a 33 ans depuis le mois de décembre. Il lui reste plus qu'un an de contrat au Real de Madrid. Et on sent qu'au fur et à mesure, il y a tous les cadres de son époque du Real de Madrid qui partent. Le Real Madrid, pas le Real de Madrid. On dirait les... Je fais cette erreur aussi souvent. Ouais. C'est pas grave. Donc il lui reste plus qu'un an de contrat au Real de Madrid. Et il lui reste plus qu'un an de contrat au Real Madrid et on sent que tous les cadres de son époque sont en train de partir. C'est à la fin d'un cycle au Real. Ramos d'ailleurs est annoncé au PSG. Il est en fin de contrat. Ramos, il est en fin de contrat, il a toujours pas prolongé. On a Toni Kroos, il y a des Modric. Ronaldo est déjà parti, Bale est déjà parti. Marcelo est sur le banc. Donc si Zidane part, Bale pour rejouer. Et en fait, t'as surtout aussi il veut arriver en forme. Donc là, il a 33 ans, il est encore très performant au Real. Peut-être que lui, il peut douter de est-ce que je serai performant par exemple dans 2 ans, tu vois. Et surtout, je pense que ce qu'il fait, c'est que l'OL, on en parle régulièrement, est en fin de cycle. Memphis Depay va certainement partir. Le coach aussi. Et l'intégralité du staff va certainement partir aussi. Donc tout dépend le projet qui va être annoncé à Karim Benzema. Qu'est-ce qui va être proposé? Est-ce qu'on va prendre Jocelyn Gourvenec? Pour tout le respect que j'ai pour lui, mais ça motivera pas Karim. On en parlait en plus avant. Alors apparemment, de ce que j'aurais lu de cette info, Juninho aurait parlé à Benzema et il l'aurait convaincu avec l'arrivée d'un coach. D'accord. Apparemment, je sais pas après ce que vaut cette info ou pas, mais apparemment ce serait ça. Il l'aurait convaincu en lui parlant d'un coach et d'un vrai projet de jeu. Après tout dépend, parce qu'on sait que c'est très hypothétique, mais on sait que Jean-Michel Aulas a des liens avec José Mourinho. On sait que Karim Benzema a des liens aussi avec José Mourinho. Ah bah après tu parles de Mourinho qui a un contrat de 5 ans je crois à Tottenham. Et puis ils en parlaient quand Mourinho ne marchait pas à Tottenham. Je crois qu'il faudrait lâcher plus de 28 millions à Mourinho pour le laisser partir. Donc des bonnes vacances. Un peu comme Laurent Blanc quand il a quitté le PSG avec 20 millions en poche. Mais Karim prendrait aussi un risque en revenant. Parce qu'il est parti en tant que l'enfant prodige. Il est parti trop tôt en plus. Triomphant, trop tôt. Ça nous a permis d'avoir Lisandro. Trop tôt ou non d'ailleurs. Hein. Oui, non, trop tôt ou non, mais après, je crois qu'il y a une saison. Trop tôt dans nos cœurs, oui. Même pour lui, il y a une saison à Madrid quand il arrive. Il est en concurrence avec Higuain quand il arrive et il met Higuain sur le banc à la fin de saison. Mais il va pas à la Coupe du Monde. Ouais. Ça, faut pas mieux pas en parler parce que c'est des choix bizarres. Mais du coup, je trouve qu'il prend un risque, tu vois, s'il est pas bon. C'est pour ça qu'il veut revenir en France, maintenant. La presse française déjà va pas être tendre avec lui, on les connaît. Enfin, ils vont le tailler pour le personnage qui est Karim, ils vont lui parler de l'équipe de France, des problèmes qu'il a eu judiciaires, et ils vont pas parler très peu football, comme on le voit avec l'entraîneur de Marseille qui vient d'arriver. On parle de quoi? De ses tatouages, ouais, super. On s'en fiche en fait. On veut parler football. Donc déjà d'une, la presse, il l'aura pas dans la poche. De deux, va falloir qu'il soit performant sur le terrain pour être au niveau des attentes qu'ont les supporters, qui sont, on va dire, normales, et au niveau auquel il est parti. Parce que nous, on se souvient d'un Karim flamboyant, on n'a pas envie d'avoir Karim en pré-retraite qui arrive et qui marche. Et lui non plus, n'en a pas envie. C'est pour ça qu'en fait, il a dit que s'il voulait revenir à Lyon, c'est pour être capitaine et compétitif. Mais voilà, il prend quand même un risque. Oui, il prend, évidemment. Ça me fait penser un peu à Steve Malbranck. Parce qu'il est parti de l'Olympique Lyonnais en 97, il jouait avec Cavaglia, et il est revenu à l'OL en jouant avec Nabil Fekir. Là, Benzema est parti de l'OL en jouant avec... Malbranck avec Fekir. Et là, Benzema, ce sera parti de l'OL en jouant avec Juninho. Il va revenir en jouant avec Cherki. Il va faire une passation de... C'est ce qu'il disait, c'est exactement ce qu'il faisait la même corrélation en parlant de Cavaglia Fekir. Ouais. Et du coup, ça va faire qu'il va faire la passation de pouvoir entre deux époques de l'Olympique Lyonnais. Alors avant tout ça, avant d'imaginer une passation de pouvoir, faut parler aussi finances, parce qu'on est en pleine crise sanitaire. Non mais ça peut être compliqué de faire revenir un joueur d'une telle envergure. Alors il faut savoir qu'on aura peut-être le salaire de Memphis Depay qui sera disponible. La personne qui a sorti l'information a annoncé de gros efforts financiers. Non, mais ça dépend. Si Karim Benzema touche 800 000 euros éventuellement à Madrid, je pense que c'est plus. C'est peut-être même plus. C'est 1 million 13 je crois par mois. Par mois, 1 million 130 000. J'en sais rien. Je m'en fiche un petit peu, mais c'est juste pour montrer l'exemple. Si Memphis est à 400 000 et que Aulas propose à Benzema que le salaire de Memphis, ça risque de le faire tout
tout drôle à Karim de passer d'1 million à 400 000 euros par mois. Après, le plus gros contrat il va lui proposer des parts dans OL Group, c'est bon. Après, je crois que le plus gros contrat qu'on a eu de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, c'est Gourcuff avec 630 000 euros. C'est énorme. Pour un joueur qui ne jouait pas. Et qui, Gourcuff a accepté en plus de baisser son salaire. Oui, après, ouais. A échelonné son salaire en fonction du nombre de matchs qu'il jouait. D'accord, bon après c'est déjà énorme, mais comparé à l'Olympique de Marseille par exemple, où Dimitri Payet, je crois que c'est Payet, c'est. Il a fait 50 et 30. Là il a diminué par 2 et il va encore diminuer de 30%. Parce qu'il était je crois à 800 000 euros par mois. Ouais. Oui. Et, je comprends mieux son poids. Et Kevin Strootman également était à 800 000 euros par mois, alors qu'il ne jouait pas tous les matchs. Les salaires sont très bien gérés. Tovin doit avoir un salaire dans ces eaux-là en dans plus. ces eaux-là aussi. Oui. Tovin, ils sont c'est moins 5-6 dérangeant, joueurs à avoir ça. Donc non, c'est à Lyon par contre on a vraiment une gestion des salaires qui sont corrects, malgré que ce soit un peu démesurant pour toute personne qui et toute personne qui ne comprendrait pas le football. S'ils les ont, c'est qu'ils les méritent. Ah bah, après on va pas faire un débat sur l'argent et les salaires des footballeurs. Débat parallèle. On va pas faire un débat parallèle là-dessus, mais juste que voilà, ça peut paraître énorme, mais comparé aux autres clubs, on est plutôt pas mal. Alors, du coup, cette info, vous y croyez? On va faire un petit tour de table. Valentin, toi, tu penses qu'il viendra? Je sais pas si j'y crois, je veux pas y croire, comme ça je serai pas déçu. S'il vient, tu te fais floquer son maillot. Oui, j'ai dit je l'achète et je me fais floquer. Quentin? Moi, je suis un peu comme Valentin, c'est-à-dire que déjà d'une, on n'a pas trop l'habitude de... Des retours? Des retours déjà, et que ça s'ébruite trop sous Juninho pour l'instant. Donc là, ça sortirait quand même très en avance, sauf s'il l'annonce, je sais pas, dans un mois que Benzema dit c'est ma dernière au Real, comme ça il se fait un tour d'honneur, tu vois, des stades en Espagne, j'en sais rien. Après, juste, je te coupe 2 secondes, une transaction comme ça se fait vraiment en avance. Non, on l'a vu avec le cas Neymar, où ça faisait 1 an que le transfert était en préparation. Ça se fait en avance, mais je veux dire, quand ça s'ébruite, nous, généralement, c'est que ça se fait dans pas longtemps après, tu vois. On est Lyon, hein, faut parler, on est Lyon, on n'est pas des gros clubs non plus. Je veux dire, on a un grand club en France, mais on n'est pas un grand club européen. Non mais on n'est pas un top club. C'est relativement. Vous voyez ce que je veux dire. On est dans les 20 meilleurs clubs d'Europe, mais pas dans exactement. le cercle très fermé des Juve, Real, du top 10, je te parlerai. Moi, ce que je voulais dire, c'est que si ça s'ébruite maintenant, c'est que potentiellement, on fait l'annonce bientôt. Ou alors, ça s'ébruite maintenant et que ça aurait pas dû sortir. Mais je suis comme Valentin, je préfère pas trop y croire pour pas être totalement déçu si ça ne se fait pas. Ah le maillot, oui, directement. Et juste, peut-être, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous pensez que le fait que les stades soient fermés, ça a un impact sur la venue ou non de Benzema? Non. Billetterie, oui. Moi, je pense que l'une des choses qui pourrait l'empêcher de venir, c'est que quand on fait venir Karim Benzema, on sait que le stade va être rempli. Et lui, il veut revenir en tant que roi et avoir le stade plein. C'est sûr que au niveau ambiance et tout. Alors si ça se fait comme si Jean-Michel Aulas a parlé, alors ça va être bon pour lui, parce que Lyon devrait être un des stades test pour la réouverture des stades. Chez les féminines, d'abord. Ah, petit à petit. Chez les féminines. C'est juste le premier test serait chez les féminines. C'est normal. J'ai mal lu alors. Il y a beaucoup moins de monde pour les matchs des féminines, donc c'est normal de tester d'abord sur des échelles qui sont moindres. C'est comme si on pourrait faire avec les jeunes de CFA, mais ils jouent pas. Ouais. Si ils ont repris, je crois, ce week-end. Non, oui, mais ils ont refermé. Mais c'est refini. Ah déjà? Oui, c'était refini. C'est ce qu'il disait. Mehdi Mostefa en parlait sur Twitter. La N2 est très très bien gérée par l'État. Et Canet en Roussillon. Donc en fait, on a testé. Voilà. Alors c'est tout pour Karim Benzema. Je pense. Et toi, t'en penses quoi? Tu veux qu'il revienne ou pas? Ah, moi je suis sûr qu'il va revenir. Ah, t'es sûr qu'il va revenir? Ah, moi je m'engage, je suis sûr. Qu'est-ce que tu fais s'il revient pas? Ah, s'il revient pas, s'il revient pas, la première émission de septembre, on fait une émission où on parle mal d'Awar pendant 1 heure. Non, s'il revient pas, tu perds des points en quiz, mais tu t'en fous parce que t'as déjà pas de points. J'ai déjà pas de points, donc c'est pas grave. Mais t'as 1 semaine pour trouver un truc. Ouais, on va trouver en trouver. Moi je pense qu'il reviendra, mais peut-être pas fortement cet été. Lui il s'engage pour cet été. Tu t'es engagé pour cet été? Ah oui, moi il revient cet été parce qu'il veut faire 2 ans à Lyon, donc très confiant. Arthur il s'engage pour Benzema revient mais en vacances à Lyon. Il revient à Bron. Maison à Bron. Non, il en a plusieurs des maisons. C'est parti pour question pour Angon préparée par l'immense Quentin. Allez, c'est parti. On fait un petit tour des scores peut-être avant Un petit tour si vous voulez. Donc on a Quentin qui a 62 points maintenant parce qu'il en marque un aujourd'hui. On a Arthur qui en a 50, Valentin 37, Nicolas qui en a 3 et moi j'en ai 22.
Tu les as volés? Non, je les ai gagnés. Voilà. Difficilement, mais je les ai gagnés. Quentin, Vous êtes prêts? c'est à toi, tu as 10 minutes pour poser ton questionnaire. Ok. Alors, avant la 28e journée, sur combien de tirs était impliqué Memphis Depay en Ligue 1? Le chien. À combien près? On va dire à 10 près. Impliqué, ça veut dire qu'il a fait la passe qui a emmené le tir. C'est tir et la dernière passe, Ok. effectivement. Donc au pire, non, à 5 près. Chacun donne un chiffre au pire. 78. Sur combien de temps? J'ai mal entendu. Sur les la question. 28 premiers matchs. Sur les 28 Les premiers 28 matchs. premiers matchs. Sur combien de buts il impliquait? Non. Non, De j'ai tir. pas entendu. De tir. De tir, en gros, d'action décisive, de tir et dernière passe. Soit il frappe, soit il fait la passe qui dernière entraîne passe. la frappe. 60. Ok, vous êtes très loin. Mais Pardon, oui. 117. Bon, bah, on l'accorde à personne, c'était 132. J'avais 162 Et passes il en n'y a tête. qu'une personne devant lui, c'est Lionel Messi avec Ah, 144. mais je l'ai vu en plus l'info. Bien C'est joué. super, William. Non, bah, Et ben voilà, chou blanc. C'est pas moi normalement qu'on accuse de raconter ces anecdotes pendant les quiz. Deuxième question. Après cette victoire en championnat face à Rennes, combien l'Olympique Lyonnais compte de victoires en championnat? Arthur? il regarde. Vingt. Ah non, je croyais qu'il Non. regardait son téléphone. Non, je comptais. Oui, Valentin? 21. Non. 24. Non. Non, non plus. On peut refaire un tour encore? Si vous Jusqu'à voulez, ce que Valentin? 22. Non. Il y a 28 journées, hein. Ah oui, je sais. On J'ai a- les nombres de défaites, mais c'est pas le nombre de nuls. Ah, ouais, il y en a- Ah, bah, 17. C'est bon. ouais. Point pour C'est Arthur. ce que j'allais dire dès le début. D'accord. J'y ai pensé, mais du coup après j'ai dit. En fait, trop. j'ai oublié les 3 premiers nuls de oui, la non, mais début oui, de saison. je suis Ah, il y a eu honnête. beaucoup de nuls. Ouais, C'est exactement c'est sur ça que je me suis qui, fait fumer. C'est On ce est que je l'équipe qui fait le plus de nuls sur les 3 premiers disais. jours. Comme disait au début de saison, on a une match nullité aiguë. Alors, troisième question. Il y a 3 jours, en 2006, quel joueur du centre de formation marquait son tout premier but dans l'élite? Et face à qui? Valentin? Karim Benzema. Ouais. T'as la demi-réponse. Face à Et qui? il a marqué face à Sochaux. Non. Ajaccio. C'est tout bon. Du coup, on fait quoi? Un point Non. partout Ah, ouais, on donne les points à... Oh là là, qu'est-ce qu'on est On va pas faire de demi-point. Il est fair play, il est fair Ouais, je suis play. fair play, hein, contrairement à l'autre. Moi, je te le donne, tu veux mon point, Quentin. 4. Quel pourcentage de matchs remportés... pardon, je reprends. Bruno Genesio, quel est son pourcentage de matchs remportés en Ligue 1 avec l'OL? Parce qu'il devient maintenant l'entraîneur de Rennes. Arthur? 57. C'est pas ça. 62. C'est pas ça. William? 52%. Non plus. Non plus. 52, on n'est pas Toulouse. Il y Hein. en avait un de vous qui était à 1%. Bah, c'est Arthur? 55. Non. Je me rappelle même plus du bon. chiffre. 58. Oui. Bah, t'as dit 57, donc Je c'était. crois que j'avais dit 54. Non, 57. Bien J'ai eu un 77. débat sur ça avec quelqu'un sur Facebook en plus qui me disait que Bruno Genesio était un formidable entraîneur. Super. C'est cool, mais faut accélérer, Génial. on a plus beaucoup de temps. 77 victoires en 133 matchs. On n'a pas beaucoup de temps. Après 2000, là on est toujours sur Lyon-Rennes. Après 2000, quels sont les joueurs qui ont joué à Lyon et à Rennes? Il y en a 20. Faites chacun votre tour. Ok. Valentin, Johan Gourcuff. c'est bon. Jimmy Briand. C'est bon. Romain Del Castillo. C'est bon. Atem Ben Arfa. C'est bon. Martin Terrier. C'est bon. C'est à toi, Là, William. j'en ai plus, là. Il y en a plein, hein, mais... Jérémy Morel. Ah oui, C'est Morel, bon. il a joué. Bah oui, bien joué. Johan Valentin. Hartog. Non, il a Ah. pas joué à Rennes. hein. Il a pas joué à Rennes Non, il est il va à parti en Brest. Ligue 2. Ouais. Ah, c'est Brest. Pas bon. William, Ah oui, j'en ai pas en tête. d'accord. Attends 2 secondes s'il te plaît. Ce sera fini, c'est pas grave. Faut qu'on aille vite de toute J'en façon. ai plein. Il y en a 20. Moi aussi, mais Ah, il y en a en plus, je le sais. C'est énorme, c'est énorme. Florian Maurice. On a dit au 21 au début Ouais, c'était au 2000, mais Ouais, effectivement. Il est dramatique, à chaque fois il tire à côté. Il y en a un qui jouait là. Kim Karlström. Oui. Ah, bien joué. Un tireur de coup franc formé à l'OL. Pedretti. Pedretti Non. Non, il a pas joué à Rennes. Mais non. Non, il a joué à Auxerre. Keita. Non. Frédéric Canouté. Gourcuff. Je l'ai déjà dit Gourcuff. Je l'ai dit, c'est le premier que j'ai dit. Frédéric Canouté. Non plus. Bon, Bon, on va rester abandonne. là. C'était Ouais. Clément Grenier que j'ai cité. Ah bah oui. C'est pas grave, c'est pas grave. Putain. En plus, il joue. Je me suis fait le 11 et j'ai oublié Grenier. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas marqué un point face à Rennes à domicile. Ouais. Quelle est la dernière saison, Valentin? Où on a marqué. C'était donc il y a 5 saisons. Parce qu'on a 5 défaites à Ouais, c'est domicile. pas ce que je te demande. Donc je dirais 2016-2017. Non, 2014-2015. non plus. 2013-2014 Non, On va plus loin. hein. Valentin. 2015-2016. C'était entre les deux. Ah ouais, d'accord.
Je peux vous demander le 11 type en 2015-2016 ? Vas-y. Chacun votre Je peux tour si vous essayer. voulez. Vas-y. Nabil Fekir. Et pas t'es éliminé. Non, il est bon. Bah, Alexandre Lacazette. Henri Arthur. Bédimo. Non. Rachid Ghezal. Oui. Clinton NG. Non. Anto Lopez. Oui. Umtiti. Non. Milan Bisevac. Non. Baki Koné. Non. Tolisso. Oui. Ferry. Non. C'était à moi. Hein. Ah, pardon. Clément Grenier. Non. C'est quoi cette équipe? Gaël Danic. Non. Steve Malbranck. Non plus. Gaïda Fofana. Vous avez aucun souvenir de la saison. Mais Enfin, 2015-2016, c'est la saison où on arrive au grand stade. Eh ben oui. Maxwell Cornet. Ah, Claudio Bovu. Non plus. Mais il est pas titulaire, Bovu, à Ouais, cette époque. si, si, Il se- Non, mais il se bat. Oui, mais il est pas titulaire, il se bat avec les supporters. C'est pas lui. c'est- Il est occupé à se battre avec les supporters. C'était au grand stade ou à Gerland? Ah, Mouktar Dakabi. Eh oui. Mamana. Non. Mapouillon Gambiwa. Je l'ai déjà dit. Oui. Mais je l'ai déjà dit. Non, tu l'as pas dit, Non, Mapou, non, t'as tu dit l'as pas Umtiti. dit, J'ai dit tu l'as Baki Ah, connaît. j'hésite entre Non, c'est il a lui dit, c'est moi qui ai dit Baki Koné, lui, il a dit Umtiti. Je vous fais Christophe le Jallet. 11. Non. Attends. Tu t'enfonces, Arthur. Qui va très à ce mauvais. moment-là Léo Dubois, il était pas dit à Lyon, Léo Dubois. Tolisso, il jouait à droite sur ce Non, match. mais il a déjà dit Tolisso. Oui, mais est-ce qu'il jouait à droite sur ce match? Je ne sais pas. Il a Mais pas je regardé, veux en fait, il a juste pris le 11, il a pas regardé les Je veux pas à postes. droite. Miguel Lopez. Non plus. Non, c'est 2013-2014, Miguel Putain, mais Lopez. c'est incroyable. Je peux vous le dire. Vas-y, dis. Lopez, Raphaël à droite. Ouais. Oh, bah oui. Je croyais qu'il arrivait la saison d'après. Charnière Yanga Diakabi. Ça, c'est pour moi. À gauche, Morel. Dans bah l'axe, on avait Gonalon Tolisso. Ah oui, il joue À encore, droite, Ronaldo. Valbuena. À gauche, J'allais le Ghezal. dire, Valbuena. Et devant, la petite paire Fekir. Lacazette. Lacazette. Fekir Tolisso. Pardon. Tolisso, c'est Renaud Ripard. On n'en a pas parlé, mais 8ème question. Quel ancien joueur de l'OL a fait son retour en Ligue 1 cette semaine après une longue absence? Arthur? Yacine Benzia. Oui, après Et une oui, très longue Un accident blessure. de. quad. Grosse force à Yacine Il a Benzia perdu parce 2 que doigts, je crois. il a perdu 2 doigts, il a ses doigts, il pendait et tout, donc grosse force à Yacine Benzia qui revient de l'enfer et qui peut enfin rejouer au foot. Qui a joué qu'on- quelques minutes. Et pour ceux qui suivaient le centre de formation à l'époque, tous ces Très gros joueur. et tous ces anciens coachs ont loué sa mentalité. 9ème question. 2 Lyonnais font partie du 11 type de Ligue 1 cette semaine. Attention, il y a un piège. Qui sont-ils? Valentin? Memphis et Jean-Lucas. Non. Il y en a aucun sur les deux? Si, il y en a un, mais c'est Bah, pas, c'est le bon- bon. c'est pas le bon Jean-Lucas. duo. Et. Toko Ekambi. Non, William. Mais non. Oussama Aouar. Bah oui. Non plus. Il Ah était bah pas non. titulaire. Dans ce cas-là, donc Jean-Lucas que je recite, Oui, oui. bien sûr, avec un grand joueur au milieu de terrain que je dirais Thiago Mendes. Oui, c'est ça. Ah ouais, Thiago Mendes. Je me suis fait toute l'équipe qui a bien joué. On va passer à la Coupe de France. Combien de Coupes de France l'OL masculin a remporté? Arthur? 64, 67, Mais 60 il a les dates en plus, 11. mais il est incroyable. On l'a déjà eu cette question en plus. et 2012 et 2008, donc 5. 5, c'est tout bon. Il te manquait. Enfin, t'as dit 71, c'était 73, mais Ah, très bien. Bah ça fait 2 points, donne-lui 2 points, il a les dates. Non, je suis pas comme ça. Combien de fois l'OL a été finaliste de Coupe de France? Arthur? 8. C'est ce que j'allais dire aussi. Ah oui, non, si, c'est bon. 8. Oui, c'est. Tu voulais dire finaliste. combien de fois ils ont Ouais, perdu? voilà, c'était On ça. a Mais perdu non, en mais c'est tout bon, c'est tout bon. 96, 2007 et 2000. On perd en 63, 71, 76. Ah ouais? Tu parles de Coupe de la Ligue là, beau gosse. Ah ouais? Ouais. Ah merde. Qui était le premier buteur en finale de Coupe de France en 1964? Arthur? J'ai vu le doute dans tes yeux. Vas-y. J'hésite avec 3. Ah bah c'est pas grave, faut y Il y a aller. fois, hein. Fleury Dinalo. Eh non. Vas-y. Bernard Lacombe. Non. Je sais pas à quelle époque il a joué. Arthur? Angel Rambert. Non, ça va être le 3ème, vas-y. William? Serge Chiesa. Non. Raymond Domenech. il a Il pas marqué était franco-argentin. Il a joué en Italie. Nestor Combin. Exact. On en a déjà parlé la dernière fois en plus, Nestor. Il met Coman. un doublé. Quel est le dernier buteur lyonnais en finale de Coupe de France? Qui est premier là? Je sais pas. C'est William ou l'arbitre, Arthur? J'ai mal vu. Arthur, vas-y. Allez, Arthur? C'est Lisandro. Oui, c'est bon. Contre Queville. Ouais, en 2000. Exactement. Avec le maillot 3D. dégueu. Et en plus, il a célébré comme il a marqué la Coupe du Monde, je me C'est ça. rappelle. Dernière question. Ryan Cherki, c'est devenu le plus jeune joueur à inscrire 5 buts sous le maillot lyonnais.
Qui devant Steele, Vas-y. Arthur. Le petit prince de Gerland, Fleury Dinalo. Ça, on a déjà répondu pendant l'émission. Bravo, messieurs. Et j'espère qu'il dépassera Bernard Lacombe. Personne ne peut dépasser Bernard Lacombe. C'est tout bon pour ton questionnaire ? C'est tout bon. C'est tout bon. Bah écoutez, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à Valentin, Arthur et Quentin, l'immense Quentin pour le quiz. Merci à tous. C'est de retour alors. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous.